L'automédication peut avoir des conséquences graves. Elle peut même tuer. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Béatrice Clairaz. Vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes aussi coprésidente de la SFSPO. Vous ne me facilitez pas la vie. C'est la Société française des sciences pharmaceutiques officinales. En clair, c'est la société savante des pharmaciens. Hein, c'est ça? De l'équipe officinale. De l'équipe officinale, voilà. Mais vous êtes également pharmacienne tous les jours en officine et l'automédication, vous voyez ça tout le temps, c'est votre quotidien. C'est notre quotidien. Voilà. Et je suis aussi avec le docteur William Beribi. Vous êtes gastro-entérologue et pathologue et vous êtes auteur de diagnostics et thérapeutiques. Quelques chiffres pour lancer le débat, hein, pour fixer les choses. 59% des Français déclarent pratiquer l'automédication, donc c'est presque 60%. Hein. 37% utilisent des médicaments dispo dans leur armoire à pharmacie. On a un petit bobo, on ouvre l'armoire, qu'est-ce que j'ai? Tiens, oh, bah, ça fera l'affaire. Donc ça, c'est 37%, donc presque 40%, c'est des chiffres très importants. Et 25% achètent des médicaments sans ordonnance à la pharmacie. L'automédication, ça peut avoir des conséquences graves. On va donner quelques exemples. Alors, il y a eu, par exemple, cette histoire avec le paracétamol et cette personne qui a appelé les urgences et qui est décédée d'une hépatite fulminante. C'est ça, par exemple. Les hépatites fulminantes, en fait, avec le paracétamol, sont très fréquentes si les doses maximales sont dépassées. Donc, la dose maximale usuelle, c'est 4 grammes, mais il suffit pour un patient d'en prendre 1 ou 2 grammes de plus, ou bien chez des patients fragiles qui ont, par exemple, l'alcoolisme va entraîner une déplétion en glutathion réduit et donc la posologie toxique est plus basse. Donc à 3 grammes, par exemple, les gens peuvent faire une hépatite fulminante qui peut des fois aboutir à une transplantation hépatique. Donc c'est une gravité extrême. C'est très très grave. Vous, Béatrice, les gens qui viennent à la pharmacie et qui achètent du paracétamol, ils achètent ça comme un truc anodin, hein, non? Alors complètement, et c'est vrai que cette malheureuse histoire nous a quand même rappelé que finalement médicaments prescrits ou en automédication ou qu'on achète comme ça, ce ne sont pas des bonbons et qu'il y a toujours des risques. Et le paracétamol, ça fait partie des plus grosses ventes puisque la douleur, c'est une plainte régulière, enfin quotidienne à l'officine. Hein. Donc on délivre beaucoup de médicaments pour la douleur et qu'il faut rappeler le bon usage, les bonnes doses, les bonnes posologies et faire également attention au contexte. Et puis comme vous le disiez, l'automédication, c'est pas que les médicaments qu'on va acheter comme ça chez le pharmacien, c'est aussi tous ceux qu'on a dans sa pharmacie familiale qui ont été prescrits. Et donc on pense que comme ça a été prescrit, c'est sûr, puisqu'il y a la prescription du médecin, le label du médecin. Eh bien non, il faut aussi faire attention quand on a des médicaments dans la pharmacie familiale. Alors dans le style médicament anodin aussi, qu'on prend, même parfois j'ai lu que c'était bon d'en prendre tous les jours, comme ça, sans raison, c'est l'aspirine. Oui, alors l'aspirine, c'est l'exemple type. Aspirine est même anti-inflammatoire. Et anti-inflammatoire, oui. Alors, bon tous les jours, c'est pas complètement faux, mais puisque ça prévient le cancer du côlon, c'est un effet préventif. Donc il y a eu une grande mode de prescription massive d'aspirine en prévention du cancer du côlon. Mais en fait, le risque d'avoir des complications à l'aspirine type hémorragie méningée est supérieur aux bénéfices. Donc il ne faut pas le faire. Et les anti-inflammatoires, alors là c'est hyper fréquent, notamment chez la femme, hein, pour les règles douloureuses. Alors ça c'est un grand classique. Elles prennent ça effectivement comme un bonbon et souvent elles ont des pathologies. Moi je les vois pour des pathologies ulcéreuses gastriques liées à la prise d'anti-inflammatoires un peu sauvages, on va dire. Les tops de l'automédication. Alors les tops de l'automédication, c'est d'abord l'allergie avec les antihistaminiques. Oui. Les gens ils viennent vous voir, j'ai une allergie, donnez-moi ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là encore, les antihistaminiques, c'est pas dénué d'effets secondaires. Il y a certaines contre-indications dans certaines pathologies. Donc là encore, il faut faire attention à ce qu'on prend. Alors les antiallergiques, c'est ce dont vous parlez, ceux-là, c'est par voie orale. C'est vrai que quand c'est par voie locale, que ce soit pour le nez ou pour les yeux, il y a un peu moins d'effets secondaires. Mais ça reste encore des médicaments. Deuxième au top, on revient chez vous, William Beribi, les brûlures d'estomac. Chez moi. Oui, dans votre spécialité, les brûlures d'estomac.
Brûlure d'estomac, c'est pareil. Hein. Hop, on a des brûlures d'estomac et puis on prend un truc du marché, quoi. Voilà, alors ça sur l'étagère. C'est ça. Donc, bon, les antiacides, bien sûr, type Maalox, hein, pour ne pas le citer. Ça peut être les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Hein, donc, les patients prennent aussi, ils y accèdent en automédication facilement. Alors, bon, c'est des médicaments qui n'ont pas une dangerosité extrême. Hein. C'est pas de là que va venir le danger, quoi, en quelque sorte. C'est pas dangereux, mais ça veut dire qu'on soigne quelque chose qui est récurrent. Et c'est ça le danger. Exactement. Hein? Exactement. Vous avez parfaitement bien compris la situation. C'est que le médicament lui-même n'est pas dangereux, mais il peut masquer une pathologie plus grave, type un cancer de l'estomac. Le patient prend un médicament, c'est un ulcère qui a dégénéré en cancer, et il prend le médicament, un IPP, ça va le soulager. Donc il va dire ça va, tout va bien, j'ai rien de grave. Alors qu'en fait non, il a une pathologie grave. Oui, ou alors tout bêtement, ça peut venir soulager une mauvaise hygiène de vie. C'est-à-dire, je mange trop, je bois trop, j'ai des brûlures d'estomac, comme on dit vulgairement, et puis je m'en fous, je prends un truc pour masquer tout ça, et à long terme, c'est mauvais. Ça peut être aussi ça. Ce qui est embêtant, c'est la récurrence en fait, de l'utilisation, parce que, outre le fait que ça peut masquer une pathologie grave, en fait, ça modifie l'acidité au niveau de l'estomac, et donc ça peut contrecarrer aussi les effets d'autres médicaments. Donc il faut aussi faire attention à ça, notamment chez les patients qui ont des traitements chroniques et qui ont tendance à prendre de manière récurrente les IPP notamment. Alors on va passer un peu vite sur le top de l'automédication. Après il y a les diarrhées, peut-être vous avez quelque chose à dire sur les diarrhées. La diarrhée, oui. Donc en fait, il y a accès à plein de molécules, hein, notamment les pansements et les ralentisseurs. Faire un focus sur les ralentisseurs du transit. Hein. C'est des médicaments que vous allez prendre, le lopéramide en l'occurrence, qui va bloquer. Hein. Donc l'effet bloquant, c'est pas bon parce qu'en fait dans les diarrhées infectieuses, ça va faire une stagnation, ça va entraîner une stagnation en fait des bactéries dans le tube digestif et ça peut faire perdurer la pathologie. Et puis des fois, si c'est pris à tort, c'est-à-dire que c'est en fait une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, alors à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas extraordinairement bonnes. Alors, ce qui modifie le transit aussi, ça me fait penser à des médicaments qu'on voit ressortir au début de l'été à chaque fois, là, qui bloquent l'absorption des sucres, des graisses, des trucs pour maigrir. C'est dangereux ça ou pas dangereux? En fait, c'est dangereux. Là aussi, si vous voulez, si c'est utilisé de manière très ponctuelle et dans le cadre d'une alimentation équilibrée parce qu'on veut perdre du poids et qu'on veut faire attention, pourquoi pas? Mais d'abord, il n'y a pas de remède miracle. Et là encore, c'est la récurrence et l'utilisation à long terme qui fait qu'à un moment donné, ça devient peut-être dangereux pour la santé. Et on peut dire qu'il n'y a pas de médicament miracle de l'obésité ou du surpoids aujourd'hui. Si on vous dit prenez ça, vous allez perdre 15 kilos, c'est qu'il y a probablement un piège là-dessous. Le truc, c'est qu'il faut manger moins. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Il faut manger moins, il faut boire moins. C'est comme ça. Mais vous irez mieux, par contre. Alors, toujours au top de l'automédication, douleur, migraine. Et oui. Bon, et là, on retombe sur aspirine, paracétamol, ibuprofène, donc on en a déjà parlé. Les jambes lourdes. Les jambes lourdes, c'est un problème de circulation. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec les médicaments pour ce problème-là. Il faut simplement faire attention, là encore, dans certains contextes de pathologie. Mais globalement, ce sont des vénotoniques. Du coup, en plus, les gens les prennent là, pour le coup, de manière plutôt ponctuelle. C'est vraiment quand il fait très chaud. Ça dépend. Donc, voilà. Après, ceux qu'on voit qui les prennent de manière récurrente, c'est parce qu'au démarrage, il y a eu une prescription médicale et que du coup, voilà, ils continuent à utiliser le produit sans réévaluation derrière. Donc, il faut peut-être à un moment ça aussi, comme ce qu'on peut dire pour avancer, parce qu'on avance dans l'émission, ce qu'on peut dire, c'est que de toute manière, pour résumer, quand on n'utilise jamais sur le long terme, on fait d'abord l'automédication, on évite, et puis jamais sur le long terme, parce que ça peut masquer un réel problème, donc une réelle maladie. Alors attention aussi à prendre en compte les pathologies existantes. Et ça, quand on se fait de l'automédication, on ne prend pas en compte. Donc par exemple, si on est diabétique, les interactions médicamenteuses. Hein. Il suffit par exemple que vous ayez un diabète et vous prenez un médicament hypoglycémiant. Il y a par exemple des antiarythmiques alors ils ne sont pas en automédication, mais ils peuvent être prescrits par 2 praticiens séparés. Et si le check de tous les traitements ne sont pas faits, ça peut aussi entraîner des complications. Hypertension artérielle, allez-y. Alors non, mais aussi pour les diabétiques, le truc tout bête, il faut toujours faire attention à ce qu'il n'y ait pas de sucre dans les médicaments qu'on prend. C'est le truc idiot, mais il faut y penser parce que ça peut déséquilibrer un diabète. Complètement. Donc Complètement. Voilà. Les problèmes d'hypertension artérielle, on en parle beaucoup avec les produits pour le rhume notamment, qui sont dans le collimateur des institutions de santé, puisque la pseudoéphédrine, qui est le premier médicament qu'on prend pour des bouchées de nez, est contre-indiquée chez les patients notamment qui ont des pathologies cardiovasculaires. Et là encore, il faut faire attention. Parce que c'est un vasoconstricteur en fait. Il nous reste peu de temps.
Les médicaments sur Internet. Alors, Ah, mais ça, c'est une On connerie. évite. Voilà, alors Ça, c'est une faut connerie. pas. Voilà. Et Je crois sur qu'on a tout Internet, dit. alors, C'est une connerie. c'est une connerie. Et vous trouvez sur Internet aussi plein de plantes. Plantes, préparation chinoise, etc. Donc, Internet, tout ça, on évite. Et pour la constipation notamment. Pas d'automédication pour les personnes fragiles, les enfants, les personnes âgées, les multipathologies, Les les femmes personnes enceintes. allergiques, Les femmes enceintes. femmes allaitantes. oui. Elles sont plus mais Oui. ok, d'accord. Dans tous les cas, alors on parle avec son pharmacien et notamment on lui parle aussi de la posologie. Oui. Parce que l'automédication c'est une chose, mais bien prendre un médicament, ce qu'on appelle le mésusage. Donc on en parle. Par exemple, quand on dit à prendre pendant le repas, c'est important ou pas? Oui, c'est important parce que les études de mise sur le marché pour le médicament ont été faites en tenant compte de ça. Il y a, parfois, l'alimentation peut gêner l'absorption d'un médicament ou inversement peut favoriser. Donc si c'est précisé dans l'AMM du médicament, c'est important de respecter cette précision. Sinon, on aura une efficacité différente. Un autre exemple, les AINS, les anti-inflammatoires Tout à fait. non stéroïdiens, qui doivent être pris au milieu du repas pour diminuer justement la toxicité digestive et donc le risque d'ulcère. Donc ça, D'accord. c'est extrêmement important de ne pas le prendre n'importe quand dans la journée. D'accord. Donc on ne va pas chez le pharmacien comme ça, on achète ses boîtes sans discuter, on demande, on n'hésite pas à poser des questions, vous êtes là pour ça, pour répondre. Alors, on n'hésite pas, mais nous aussi, nous Oui. devons, quand on a des Vous patients devez. qui viennent C'est et le qui, message de- voilà, de- et qui viennent et qui veulent des médicaments avec leur liste, c'est à nous aussi d'aller poser des questions pour être sûr qu'il n'y ait vous pas de avez un- souci dans Alors, Il l'utilisation. y a un rôle d'orientation aussi. Complètement. Il y a toujours sur l'automédication, on a parlé des médicaments qui étaient disponibles dans l'armoire à pharmacie, il y a des médicaments qui se périment très vite, les Oui. sirops, les collyres, c'est ça? Les sirops, les collyres et puis les comprimés qui ont une date de péremption. Donc il faut toujours regarder la date de péremption de ces médicaments et puis faire régulièrement du ménage dans sa pharmacie familiale. On a parlé des médicaments pour l'automédication, mais quid de l'homéopathie, des médecines douces, de tout Alors ça? l'homéopathie, c'est extrêmement développé, notamment sur le traitement de la constipation. Alors là, vous tapez sur Google traitement de la constipation plante, vous avez des centaines de produits et certains sont toxiques. Alors les toxicités principales, il faut être extrêmement méfiant. Il y a l'aloe vera par exemple, il y a le séné, etc. Mais il y en a des centaines et ça donne notamment des problèmes hépatiques, des hépatites. Et ça donne au niveau des problèmes de reins avec des insuffisances rénales. Oui, alors là, on est sur la phytothérapie, on n'est pas sur l'homéopathie. L'homéopathie, il n'y a aucun danger, il n'y a aucune interaction. À la limite, le seul souci qu'il pourrait y avoir, c'est si ça retarde le diagnostic d'une maladie grave. Voilà. Mais Donc l'utilisation on de retombe l'homéopathie, sur ce qu'on disait tout à l'heure, y a pas de c'est souci. quand c'est récurrent, de toute manière, là on arrête Bien. l'automédication et on se dit il y a un problème, donc Exactement. on va voir Enfin, il n'y a pas de souci. son Je ne suis pas tout à médecin. fait d'accord parce qu'il y a des produits pour lesquels on sait que tout n'est pas spécifié et dans les allégations, il y a des fois la composition qui est un petit peu hétérogène. Ça, on l'a démontré dans En des homéopathie études. Oui, Voilà, on a alors démontré là il y a ça débat. récemment. Oui, là, il y Mais a ce débat. ce sera un autre débat. Alors voilà, on se résume avant de se quitter. N'achetez pas de médicaments sur Internet, pas d'automédication, surtout sur les personnes fragiles, les enfants, les personnes âgées, les multipathologies, les allergiques. Automédication fortement déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes. Consultez, discutez avec votre pharmacien, respectez les posologies, respectez la durée du traitement, on n'en a pas parlé. Adultes, enfants, pour ceux qui ont besoin d'un bilan de médication, on peut aussi aller voir son pharmacien. Et jamais d'automédication sur le long terme. Voilà. Merci, Dr William Bérébi. Je rappelle que vous êtes auteur de Diagnostic et Thérapeutique et Béatrice Cléraz, vous êtes présidente de la Société savante des pharmaciens. Voilà. À bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.